Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, bienvenue sur Respect, Xavier Teichmann aujourd'hui avec Antoine Perret que je suis content de rencontrer. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. Alors avant de te demander de te présenter, comme avec tous les invités, je voudrais d'abord expliquer à nos auditeurs pourquoi tu es ici. La raison pour laquelle j'ai envie de t'inviter, de un, voilà, parce qu'on a eu le plaisir de se rencontrer dans deux de tes aventures entrepreneuriales. Tout à fait. Voilà, qui sont Dantisphère et Midi Spring. Et maintenant, c'est la création, alors je ne sais pas si je dois appeler ça la start-up, ou c'est une ASBL, je pense d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, oui. Rosa. Et dont le but est de renforcer les relations de santé entre les professionnels de la santé et les patients. Et donc, c'est un agenda gratuit. Oui. Alors, tu sais que moi, je suis dans le secteur commercial et tout, et quand j'entends le mot gratuit et tout, on me dit, mais ce qui est gratuit n'a pas de valeur, hein, c'est un petit truc qu'on donne. Or, je sais très bien que ça a beaucoup de valeur, et donc tu vas nous expliquer ça. Mais avant de nous expliquer la valeur de Rosa, je vais te demander de te présenter. Écoute, avec plaisir. Donc, Antoine Perret, donc je suis un entrepreneur tech actif dans le domaine de la santé. Ça, c'est au niveau professionnel, si tu veux. Et au niveau personnel, donc j'habite à Bruxelles. Je vis là-bas à Bruxelles, donc avec ma femme, mes deux enfants. Et ça, c'est un peu ce qui me définit en tant que personne, si tu veux. Ok. Et quel est ton background, en fait ? Donc j'ai fait des études d'ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux. Okay. J'ai toujours été passionné par l'informatique et donc j'ai toujours travaillé, on va dire, codé. J'ai fait mes premiers sites internet quand j'avais 12 ans, tu vois, en allant acheter un petit magazine chez le libraire. Et puis après, au départ, c'était des choses extrêmement simples. Je faisais bouger du texte en rouge sur une page web. C'était très drôle, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Mais donc, j'ai un background d'ingénieur civil sans spécificité, on va dire, avec l'informatique, mais j'ai toujours été passionné, donc j'ai appris beaucoup aussi par moi-même. Ok, mais ça c'est intéressant parce que c'est marrant. Pourtant, on se connaît. Je ne savais pas du tout que ton background était chimie, conso et matériaux. Donc, j'étais persuadé que tu avais IT depuis le début. Et donc, c'est intéressant aussi de voir que c'est sur le côté que ça s'est développé. Parce que y a sûrement des jeunes qui nous écoutent. Et même, de toute façon, moi, je vois par exemple mon beau-fils, lui, veut faire des études d'ingénieur et puis il hésite avec l'informatique ou quoi. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à ce niveau-là? Tiens, ça m'intéresserait de savoir. Parce qu'on a eu beaucoup de Solvay Boy et de Solvay Girl, mais là... Écoute, donc il y a beaucoup d'ingénieurs civils qui aiment bien dire qu'on apprend à apprendre et finalement c'est ça le plus important et que ce sont des études où une fois qu'on a étudié un domaine, on peut bifurquer vers différents domaines. C'est toujours quelque chose qui m'a inspiré aussi et qui m'a aidé à choisir ces études-là. Maintenant, je ne te cache pas que pendant mes études, j'ai beaucoup réfléchi aussi et j'ai hésité à certains moments à re-switcher vers de l'IT pur. Et puis pour finir, je me suis dit que je ne voulais pas faire de l'IT pour faire de l'IT, je voulais faire de l'IT pour avoir un impact sur autre chose. Et donc, et puis il y avait toute une série d'amis qui étaient dans la branche de sciences des matériaux et donc les relations, on va dire, que ce soit des relations de santé ou des relations humaines, sont importantes et donc c'est comme ça que je suis resté dans ce domaine-là. Oui. Ok, parfait. Donc un petit peu suivre aussi le côté convivial et amitié. Voilà, oui. Ok, parfait. Intéressant de voir au fait que et au fait on remarque ça beaucoup que tout ce qui est IT, c'est très souvent sur le côté que ça a été développé. Hein. C'est pas spécialement pendant les études que c'est appris, bon, sauf si on fait informatique ou quoi. Mais il y a pas mal de personnes comme ça qui développent sur le côté. Et donc, Rosa, c'est dans le médical, mais c'est pas la première. On en a déjà parlé. Il y avait Dantisphère, Midi Spring. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le domaine médical, au fait? Donc comme Obélix, hein, donc je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Hein, donc mon papa est médecin généraliste, ma maman est infirmière. J'ai une sœur qui est médecin. J'ai épousé Chloé qui est dentiste. Oui, ok, donc t'es à fond. Mais... Donc je suis à fond dedans. Mon beau-père est ophtalmologue, ma belle-mère est médecin généraliste. Donc quelque part, j'ai vécu dans le domaine de la santé depuis que je suis tout petit. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré.
Et en fait, quand j'avais 15 ans, je voyais mon papa utiliser son logiciel de gestion de dossiers médicaux. Et je trouvais que l'interface était très repoussante, je vais le dire comme ça. Et puis, je lui ai fait une promesse, une boutade, en lui disant un jour, je te créerai ton propre logiciel de gestion de dossiers de patients. Plus tard, j'ai rencontré Chloé, donc j'ai dû dire à mon papa, écoute, il faudra que tu attendes un petit peu parce que je vais d'abord m'occuper des dentistes. Et donc voilà, c'est un petit peu l'épouse qui prend la priorité. C'est souvent comme ça. Hein. Ok, donc tu as commencé avec Dentisphère puis Medispring, donc en fait promesse tenue. Promesse tenue, oui, tout à fait. Donc, en 2013, avec 8 dentistes, avec d'autres entrepreneurs, on a créé Dentisphère, un logiciel pour gérer des cabinets dentaires, des dossiers médicaux au niveau dentaire. 2 ans après, on l'a commercialisé. Et puis après, en 2018, on a lancé avec d'autres personnes, avec des médecins, cette fois-ci, sous forme d'une coopérative. On a lancé Medispring pour la gestion des dossiers médicaux pour les médecins généralistes essentiellement. Et après 2 ans, et c'est dans cette aventure-là que j'ai rencontré Sébastien Deletaille et François-Xavier Orban, qui sont les 2 cofondateurs de Rosa, on a décidé de créer Rosa. Ok, parfait. Et justement, explique-moi un petit peu ce qu'est Rosa, et surtout à nos auditeurs. Donc, écoute, je vais te répondre par une question, on va un peu inverser les rôles, et donc je vais te demander... Je suis pas prêt à ça, moi. Donc je suis désolé de ne pas t'avoir envoyé les questions à l'avance, Xavier. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est, toi en tant que patient, en tant que citoyen, est-ce que tu gères ta santé toi-même ? Non. Clairement non, ça c'est sûr que non. Donc ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir ça me fait plaisir que tu ne répondes pas oui parce que tu aurais été l'exception et ça aurait mis à mal la suite logique de ce que je vais raconter. Mais donc quand on pose cette question-là en fait aux gens en Belgique, la réponse est systématiquement non. Et donc il y a personne qui a sur son téléphone ou quelque part un dossier sur son ordinateur avec les résultats de sa dernière prise de sang ou l'évolution de certains paramètres au cours du temps de prise de sang successives qui auraient été réalisées. Il n'y a personne qui gère sa santé en fait en Belgique. Et donc quand on discutait avec Sébastien FX, on s'est rendu compte que les patients finalement étaient probablement ceux qui étaient oubliés dans la transformation digitale de la santé. Et c'est un problème qu'on a voulu résoudre. Quand on réfléchit, il y a des initiatives, beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour les professionnels de la santé, pour les hôpitaux, pour digitaliser toute une série de choses. Et pourtant, aujourd'hui, quand on pose la question à un professionnel de la santé de savoir comment il se sent par rapport à cette transformation digitale, mais il y a encore beaucoup de gens qui disent qu'ils sont surchargés, submergés, et que ça n'a pas résolu en fait la problématique première qui est la surcharge administrative. Et donc quelque part, on a transformé certains formulaires qui étaient papier par de l'administratif qui doit être fait au niveau IT. Et en fait, quelque part, la première chose qu'on a dit avec Rosa, c'est on veut aider quelque part ceux qui prennent soin de nous, on veut prendre soin de ceux qui nous protègent finalement. Et c'est quelque chose qui nous tient évidemment fort à cœur. Donc de là, on a dit, OK, on veut, les patients sont ceux qui sont oubliés dans la transformation digitale de la santé. Les professionnels de la santé ont besoin d'aide parce qu'aujourd'hui, ils se sentent surchargés. Et puis, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut les aider et qu'est-ce que c'est finalement la santé ? Et en fait, la santé, ce sont des relations de santé. L'être humain est un animal social. Il a besoin de relations et la santé n'échappe pas à cette caractéristique-là. La santé, ce sont des relations de santé entre des patients eux-mêmes, entre des patients et des professionnels de la santé. Et donc on a dit, mais on va travailler sur le renforcement de ces relations de santé. Par où commencer ? On commence par le début d'un trajet de santé, quelque part, c'est la prise de rendez-vous. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé donc, de créer le premier outil, le premier calendrier entièrement gratuit à disposition des professionnels de la santé, mais qui permet aussi aux patients de prendre un rendez-vous eux-mêmes via Internet. C'est ça. Et là où d'autres solutions sont payantes, ici, c'est totalement gratuit. Donc totalement gratuit. Et je vais revenir sur l'aspect gratuit pour plusieurs choses. D'abord,
Est-ce que donc tu as dit gratuit sans valeur ou gratuit. C'est dans le monde du business, on dit souvent attention, donc, ne dites pas que c'est gratuit parce que les gens pensent que ça n'a pas de valeur quand c'est gratuit. J'espère que tu seras d'accord avec moi que l'enseignement a beaucoup de valeur et pourtant l'enseignement est gratuit aujourd'hui. Les soins de santé de manière générale sont presque gratuit. Il y a un petit ticket modérateur à payer par le patient, mais de manière générale, surtout si on compare le système américain avec le système en Europe et particulièrement en Belgique, les soins de santé sont gratuits et ils apportent beaucoup de valeur. Donc quelque part, le raisonnement, c'est de dire pourquoi est-ce qu'un professionnel de la santé devrait payer pour que des patients puissent prendre rendez-vous avec lui. Et donc, quelque part, c'est mettre une barrière à l'entrée ou mettre une barrière à la digitalisation, la transformation digitale pour des professionnels de la santé qui donnent déjà beaucoup. Et je pense particulièrement à des professions comme les kinés, comme les logopèdes, qui ont des revenus qui ne sont pas des revenus importants et qui devraient payer en plus quelque chose comme 500 ou 1000 euros par an pour que les patients puissent prendre un rendez-vous avec eux et pour qu'ils puissent aider les gens. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour tous les professionnels de la santé. C'est pour tous les professionnels de la santé. Donc, on s'adresse aux médecins, aux dentistes, aux kinés, aux logopèdes, aux psychologues. Toute personne qui a un numéro Inami peut utiliser Rosa pour gérer ses rendez-vous médicaux aujourd'hui, permettre à les patients de prendre un rendez-vous sur Internet, mais on a aussi plein d'autres projets. Ok, parfait. Très intéressant. Et du coup, comment est-ce que ça se développe ? C'est les médecins qui viennent vers vous ou bien c'est parce qu'ils sont au courant comment est-ce qu'ils sont au courant ? Parce que c'est vrai que Rosa, moi j'en ai entendu parler, il y a eu des chouettes articles. Je pense que vous êtes une équipe aussi... si attitré, il y a Sébastien Deletaille, c'est ça, qui travaille avec toi, qui a eu un peu de médiatisation parce qu'il a été racheté, une de ses boîtes a été rachetée par une boîte suédoise, et d'ailleurs il y a eu un très beau geste qui a été fait via une fondation. Enfin, ça tu peux peut-être nous expliquer après. Je sais pas si c'est avec plaisir. Mais si, moi je trouve que c'est pertinent parce que c'est justement respect, c'est aussi ça, c'est mettre des initiatives positives. Mais du coup, comment ça se passe ? C'est les médecins qui vous sollicitent ou bien vous avez une équipe qui va les contacter ou Donc aujourd'hui, on fait du marketing digital. Donc on a quelque part, on a des initiatives pour faire la promotion de Rosa sur des réseaux sociaux, via des groupes au sein de plateformes comme Facebook, mais aussi via des partenariats avec des sociétés scientifiques. Je pense à la Société scientifique de médecine générale, la SSMG. Je pense à des articles qu'on publie, on va dire, dans la presse spécialisée pour faire connaître Rosa au sein des différentes professions médicales. Ok, d'accord. Donc c'est tous les canaux de ce style. Voilà, tout à fait, oui. Ok, parfait. Finalement, je ne sais pas si tu peux peut-être nous parler de cette histoire de fondation aussi par rapport à l'exit. Pour nos auditeurs, je vais expliquer ce que c'est un exit peut-être, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Un exit, c'est quand vous avez créé une entreprise, et je schématise, vous avez créé une entreprise, vous avez des parts dans cette entreprise, elle est rachetée par quelqu'un, et vous êtes payé pour vos parts. C'est ce qu'on appelle un exit. Donc c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs rêvent de pouvoir faire. En tout cas, il y en a beaucoup qui rêvent de ça en tout cas. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, c'est dans le contexte de la fondation EPIC, qui a été créée par un entrepreneur français qui s'appelle Alexandre Mars. Et Alexandre Mars a eu plusieurs exits comme ça, il a réalisé plusieurs exits, et puis il a commencé à se poser toute une série de questions par rapport à l'impact que les gens pouvaient avoir, par rapport à la signification de la réussite. Et il a voulu quelque part partager sa réussite, et il a voulu donner. Et puis il s'est rendu compte qu'en fait, pour donner, mais il y avait plusieurs choses qui étaient compliquées. D'une part, mais imagine, toi, demain, tu gagnes 100 000 euros dans un exit et tu veux donner une partie. Comment est-ce que tu choisis les associations auxquelles tu vas donner ? C'est compliqué, ça prend du temps. Et donc, Alexandre a voulu résoudre ce problème-là. Et donc, il a créé une fondation qui gère tous les frais, on va dire, de structure, qui sélectionne des associations à but non lucratif qui ont besoin de financement, et il invite donc toute personne à faire des dons qui seront entièrement dédiés à ces associations. Et là où il a beaucoup innové, c'est donc la manière dont il choisit les ASBL est basée sur les bonnes pratiques dans le domaine des investissements dans les startups.
Donc il a transposé en fait le modèle de VC, de venture capital des startups dans le monde je vais dire de l'associatif. Ok, Et donc top. toute personne peut donner à la Fondation EPIC, mais au-delà de ça, il a voulu inviter les entrepreneurs à dire mais associez votre succès je veux dire, à de la charité. Et donc, il invite des entrepreneurs à pledger, à faire une promesse de partage de dons, un peu comme le pledge que Bill Gates a fait en disant j'invite tous les autres milliardaires à donner 90% de leur fortune. Ici, Alexandre a une approche un peu différente. Il dit donnez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Bien sûr, oui. Pour que vous puissiez répéter ça plusieurs fois et surtout que ça reste un plaisir. C'est terrible, c'est super d'avoir pensé à ça. Et donc, Sébastien, lui, il a participé à ça, c'est ça? Tout à fait. Donc Sébastien l'a fait. Moi-même, dans le contexte de Dantisphère, puisque l'aventure d'Antisphère s'arrête, on va aussi faire ça. Moi, j'ai choisi de le faire. Je vais le proposer à mes associés. Super. Et donc, c'est chouette de pouvoir associer une réussite entrepreneuriale avec un impact, on va dire, social. Ah oui, donc effectivement, c'est top. Et c'est vrai que le fait de pouvoir comme ça, et que ce soit encadré et que tu saches exactement ce qui va se passer et tout, c'est intéressant. C'est une super idée qu'il a eue. J'aimerais bien l'avoir dans le podcast, lui, d'ailleurs. À mon avis, il doit être fort sollicité. Mais je vais faire tout ce que je peux pour l'avoir parce que c'est une top idée. C'est vrai qu'on parle toujours des entrepreneurs, du succès, de l'argent, etc. C'est souvent aussi pour une partie de la population un peu dénigrée. Oui. Et je trouve que c'est une belle façon de montrer que la réussite, elle se partage. Tout à fait, Donc, tout à fait. Top. Au niveau de Rosa, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Donc énormément de choses. Donc ici avec Rosa, donc tu l'as dit, c'est une SBL, donc c'est pas un modèle mercantile. Ce qu'on cherche et ce qui nous motive, Sébastien, Fix et moi, mais aussi l'ensemble de l'équipe de Rosa. Aujourd'hui, c'est 20 personnes. Quand même, ouais. C'est d'avoir un impact au niveau de la santé des Belges. On veut changer et améliorer la santé des Belges. On aimerait que les Belges puissent vivre plus longtemps dans les meilleures conditions possibles. C'est un beau challenge parce que c'est vrai que c'est quelque chose de... On voit, hein, j'ai reçu ici la personne qui a fondé Sequoia Ways, Pierre Degan, voilà. J'avais un trou de mémoire, tu vois. Moi, Rosa, ça va être important pour moi parce que si ça commence déjà à 42 ans d'avoir des pertes de mémoire, c'est pas gagné. Et qui s'occupe beaucoup des seniors. Et c'est vrai qu'on a toujours une image un peu misérabiliste. Et il rappelait qu'il n'y a que 7% des seniors qui sont en maison de retraite, qu'il y a plein d'autres seniors qui sont hyper vaillants, etc. Mais que cette pas la fin de vie, mais que l'allongement de la vie ne rime pas toujours non plus avec la gaieté, la bonne humeur, la joie, parce que bon, si on a des pépins de santé, c'est pas agréable, quoi. Donc voilà, j'espère que ça sera quelque chose que vous pourrez mettre en place. Moi je suis un impatient, donc très rapidement. Mais donc aujourd'hui, donc on a lancé le calendrier médical. Demain, on veut aussi aider les prestataires de soins avec tout ce qui touche à l'administratif et la facturation, la gestion des remboursements. Et très vite, notre objectif, c'est de créer cette application patient où les patients vont pouvoir gérer toute une série d'aspects de leur santé, que ce soit des aspects purement, on va dire, médicaux, mais aussi administratifs. Donc on espère pouvoir t'aider rapidement. Ça va, merci. Ça urge. Si tu pouvais recommencer, tu vois, tu sors des études, on va dire. Hein. Oui, je vais pas recommencer Rosa, mais si tu pouvais recommencer, qu'est-ce que tu changerais? Ou même avant les études, pourquoi pas? Écoute, il y a très peu de choses que je regrette. Et je t'avoue que je pourrais pas te nommer une chose que j'aurais envie de changer. Je peux te dire tout ce que j'aurais envie de garder. Donc, je suis très content d'avoir choisi de vivre avec Loé. Donc ça, c'est la première chose que je ne changerai pas. Je suis très heureux avec mes 2 enfants. Je les referai évidemment.
mes aventures entrepreneuriales ont été merveilleuses. Peut-être qu'il y a une chose à laquelle je ferai plus attention, c'est le rapport entre la vie de famille et la vie professionnelle. Parce que y a rien à faire. On est souvent dans l'urgence, mais finalement tout finit par se passer, et il faut prendre plus de recul de temps en temps et relativiser. Donc ça, c'est peut-être la seule variable, je vais dire, d'ajustement que je ferai. Ben, tu viens d'en parler, donc je vais passer sur cette question-là. Donc, ben oui, l'équilibre, hein, le work-life balance, comme on appelle ça en anglais, donc l'équilibre vie professionnelle, vie privée, est quand même, c'est assez équilibriste, hein, dans le domaine de tout ce qui est création d'entreprise. Tu as une vie bien chargée, tu l'as dit toi-même, hein, que c'était pas toujours facile. Est-ce que maintenant, tu as mis des choses en place par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager, des routines peut-être que tu fais pour éviter d'être noyé ou d'être... Parce moi, je t'ai connu à l'époque et je sais que tu es un bosseur, mais un très très gros bosseur. Donc, est-ce que tu te mets des limites maintenant ou est-ce que... Donc peut-être avant de parler de ça, donc souvent on glorifie ou on met sur un piédestal des entrepreneurs, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière ces personnes-là, que ce soit des amis, que ce soit la famille, et c'est très important de dire Bien sûr, oui, que cet environnement-là fait partie, est un élément de la réussite, et que sans ça, on n'y arriverait pas. Sans le soutien de ma famille, de mes amis, de ma femme et de mes enfants, je n'arriverais pas à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Bel hommage. Non, mais c'est vrai, quand je travaillais pour Dantisphère, mes enfants je leur avais donné des claviers parce qu'ils voulaient faire comme papa. Et donc, je leur avais donné des claviers d'ordinateur j'avais coupé le câble. Et de temps en temps, je les retrouvais assis dans le canapé à la maison, et je les entendais taper, et ils prenaient des coups de téléphone en tapant, et ils faisaient comme papa. Là, c'était assez drôle. Des routines. Donc moi, j'en ai plusieurs, je fais du sport tous les jours. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler à Bicentrale. Donc les bureaux de Rosa sont à Bicentrale. C'est un campus digital au-dessus de la gare centrale, et je peux m'y rendre à vélo tous les jours. Donc je fais du vélo tous les jours. Okay. Donc faire du sport, c'est quelque chose de primordial pour moi. En termes de routine, j'ai beaucoup appris par rapport au sommeil. J'ai eu des phases où je dormais très peu, où je dormais de manière très saccagée. Il n'y a rien à faire. Une bonne nuit de sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et il y a un moment donné où on le paye si on ne dort pas assez. Donc il faut dormir assez et essayer d'avoir un rythme. En tout cas, c'est ce que je conseille, d'avoir un rythme très régulier. Idéalement, il faut aller dormir tous les jours à la même heure, se lever tous les jours à la même heure, avoir une routine. Maintenant, c'est toujours très beau quand on le dit. Hein, ouais. C'est vrai. Mais voilà, oui. Et c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a un moment donné où on parlait de glorifier l'entrepreneur, etc. Et on oublie souvent tout ce qui le construit et tout ce qui permet de maintenir son équilibre. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'à un moment donné, on glorifie aussi le fait de... Ouais, il dort pas, quoi. Il dort pas, il bosse comme un malade, etc. Et je pense que c'est un peu fini. Ouais, c'est une machine, le mec. Tu vois. Je pense que ça, c'est un peu fini, heureusement, parce qu'effectivement, quand tu le dis, l'impact du sommeil est super important, même pour les relations après. Tu es plus irascible, tu prends de moins bonnes décisions, enfin voilà quoi. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident aller dormir tous les jours à la même heure. Je sais pas qui le fait, mais c'est pas mal si vous arrivez à le faire. Quels sont tes modèles ou les personnes qui t'ont inspiré? Écoute, donc je ne vais pas rentrer dans les clichés en disant que ma famille, mes parents m'ont inspiré, même si c'est le cas. Je pense que il y a toute une série de personnes qui te construisent, qui t'inspirent au cours de la vie. Et quelque part, moi, je vois ça comme... on reçoit de la part des différentes personnes, on prend les choses qui sont bonnes dans chaque personne qu'on rencontre. Donc ce côté entrepreneurial, je pense que je l'ai eu de mon papa. Donc mon papa qui est médecin, mais que j'ai toujours vu travailler, que ce soit pour ses patients ou en rénovant une maison, des choses comme ça. Je pense que c'est de là que vient mon envie de créer, de continuer à créer tous les jours. Mais je pourrais te citer des exemples comme ça pour énormément de personnes.
Aujourd'hui, des personnes qui m'inspirent, ce sont des personnes comme Alexandre Mars avec la Fondation EPIC. Ce sont des personnes comme Simon Sinek en termes au niveau, je suppose que tu connais, je ne sais pas si tu connais. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup de leadership, qui parle du sens, qui parle d'avoir de la compassion. On vit aujourd'hui, on oublie d'avoir de la compassion pour les gens, et c'est quelque part c'est essentiel. Bien sûr. Donc voilà quelques noms comme ça que je peux partager avec toi. Ok, parfait. C'est vrai que Simon Sinek, ça devient aussi très très à la mode. Et donc, on mettra quelques liens sur les bouquins importants ou intéressants. Un bon orateur aussi. Super, oui, on mettra les liens sur les vidéos YouTube aussi, parce que c'est vrai qu'il parle bien. Et bien justement, j'aimerais savoir s'il y a un livre ou un podcast ou une émission que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Donc c'est marrant parce que donc j'ai une relation très particulière avec les livres et la littérature. Donc quand j'étais petit, je considérais que c'était vieux jeu de lire. Je préférais passer du temps sur mon ordinateur. J'ai bien lu certains romans pour ados et enfants comme la série Harry Potter. Maintenant, j'ai pas lu de classique, et je pense que c'est en partie dû au fait que j'ai été scolarisé 2 ans en néerlandais pendant mes humanités, mais aussi parce que j'avais un peu cette opposition entre le monde IT et l'ordinateur et les livres. Et récemment, j'ai redécouvert en fait le plaisir de lire. Et donc aujourd'hui, j'essaye de lire un petit peu tous les jours, et particulièrement pendant mes vacances. Un bouquin que je recommanderais, mais ça va dépendre en fait de la personne avec la personne qui me pose la question. À des jeunes parents, je vais recommander un bouquin sur la discipline positive, par exemple. Je sais pas moi, à quelqu'un qui a du mal à gérer son temps ou à voir l'impact qu'il a au quotidien, je vais lui conseiller un livre comme Make Time, qui est assez génial, qui a le concept, qui met en lumière le concept de highlight entre l'élément dans ta to-do list et le goal, l'objectif que tu te fixes à très long terme. Eh ben, il y a quelque chose que tu veux mettre en évidence pour ta journée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir regarder en arrière et dire aujourd'hui, ça c'était mon highlight. Demain, ce sera celui-là, et puis d'avoir en fait un highlight par jour, et donc de redonner quelque part aussi du sens et de prendre du temps pour ce highlight. J'ai adoré un livre de Michael Gladwell qui est Talking to Strangers, formidable. Je ne connais pas du tout ça. Donc c'est un livre sur la difficulté que les êtres humains ont à se comprendre, et particulièrement à comprendre des personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc avec tous des signaux qui sont des signaux, on va dire, classiques, le contact avec les yeux, etc. Et puis quand des personnes sortent de ce qu'on attend en termes de réaction face à des situations, eh bien on n'arrive plus à les lire, on n'arrive plus à les comprendre. Et donc c'est un bouquin qui raconte tout ça, génial. Ok, parfait. On mettra le lien d'office. Et donc plutôt des bouquins pratiques, des bouquins business, des bouquins de communication, etc. Et comme tu parlais des grands classiques, c'est pas la littérature ou des romans, c'est des bouquins pragmatiques. Aujourd'hui, je lis soit des bouquins de tech, soit des bouquins de leadership, soit des bouquins pratiques. Tout à fait, oui. Ok, parfait. Si tu poses la question à Chloé de savoir comment est-ce que quelle est ma relation au livre, elle va dire qu'elle n'est pas saine parce que je commande des livres que j'empile dans ma bibliothèque, et puis après j'en choisis quelques-uns comme ça que je prends et que je lis, et elle se demande quand est-ce que j'aurai le temps de lire tous ces bouquins. Je vois très bien. Je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Quelle serait la citation qui t'inspire le plus ? J'adore la citation de Mark Twain, et c'est lié à l'entrepreneuriat, qui est de dire « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Parce que à un moment donné, être entrepreneur, c'est se lancer, c'est penser autrement que la pensée, on va dire, mainstream, c'est penser autrement que les autres, c'est voir des opportunités là où certaines personnes ne voient que du risque, que du danger. Et donc, mais quelque part, encore une fois, lorsque on a fait ce trajet, lorsqu'on a réalisé, qu'on regarde dans la rêve, on se dit mais si j'avais écouté certaines personnes qui me disaient que c'était pas possible, eh bien je l'aurais pas fait. Et donc il y a un moment donné, il faut se lancer. C'est un peu le même concept de dire que si on attend les conditions parfaites pour se lancer, on se lancera jamais. Et donc Alexandre Mars a écrit un bouquin qui s'appelle Ose,
ose pour oser entreprendre. Et donc, c'est le même principe, c'est de dire lance-toi, vas-y. Eh ben, top, parce que c'est vraiment ça aussi ce que nous on veut faire passer. C'est marrant, c'est la même citation que Véronica Rocha dans un autre contexte, donc terrible. Et effectivement, je suis persuadé, je me rappelle très bien par rapport à Dentisphère à l'époque, quand j'ai été voir avec vous plusieurs dentistes pour voir, et à un moment donné, la liste de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il fallait apporter, elle devenait énormissime. Et je pense que si dès le début vous vous étiez dit c'est tout ça qu'on va devoir faire, ben oui, comme tu dis, on n'aurait pas commencé. Donc ça, c'est vrai que c'est parfois, je vais pas dire de l'inconscience, mais c'est vrai que il ne savait pas que c'était impossible, du coup il l'a fait. Très belle citation. Écoute, merci pour ton temps, Antoine. On arrive à la fin Avec plaisir, merci à toi. Avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que nos auditeurs auront beaucoup de plaisir à t'écouter. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Écoute, je suis quelqu'un de très reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Je suis très heureux dans la vie que j'ai aujourd'hui. Donc que ça continue. Ok, parfait. Eh ben, que ça continue. Moi, je vais faire un petit appel à nos auditeurs. Ils le savent, en accompagnement de cet épisode, il y a un article que j'écrirai où je mettrai les liens où ils pourront tout retrouver. C'est sur rspct.io. S'ils veulent recevoir ça directement dans leur boîte mail, ils peuvent s'abonner à la newsletter. Et je vous souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. Et c'était Xavier Teichmann pour Respect. Au revoir et à très bientôt. Au revoir Xavier, merci. Avec plaisir, au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.